Il s'agit donc d'une vidéo de complément sur le cours de MP étoile du lycée Schweitzer. Pour bien utiliser cette vidéo, il est important de prendre des notes et de reconstruire ensuite un cours ou bien une fiche de cours adaptée à votre personnalité. Le niveau de difficulté abordé correspond au niveau de la licence pour un élève de niveau correct. Elle n'a pas pour but de remplacer un cours qui se nourrit du contact entre professeur et élève. Aussi, certaines difficultés qui nécessitent un dialogue ne seront pas abordées. Nous allons étudier dans cette vidéo la manière de calculer la capacité d'un condensateur plein. Ce calcul va servir en fait d'exemple, de fondement au calcul de n'importe quelle capacité. Nous allons voir l'application d'un certain nombre de prérequis. Alors le premier est le théorème de Gauss qui a déjà été abordé dans une vidéo 710 et suivante. Il s'agit ici de maîtriser suffisamment bien l'application du théorème de Gauss pour ne pas avoir de problème dans cette partie de cours. Maîtriser aussi le calcul de potentiel par circulation du champ électrostatique. Nous ne reviendrons pas sur ces deux utilisations. Il faudra connaître le théorème des éléments correspondants qui permet de relier les répartitions de charges sur des surfaces correspondantes entre deux conducteurs, et le théorème de Coulomb qui en fait permet de relier le champ électrostatique à la répartition surfacique de charge sur un conducteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un condensateur ? Eh bien, un condensateur en fait va être réalisé à partir de deux surfaces qui peuvent posséder des charges surfaciques, c'est-à-dire deux surfaces de conducteurs à l'équilibre. Ces deux surfaces sont reliées par un tube de champ. Alors on va appeler ces deux surfaces les armatures du condensateur. L'ensemble ici réalisé par les deux surfaces, le condensateur. On peut aussi y inclure le tube de champ qui relie ces deux surfaces. On a donc ici affaire à une partie, on va dire, isolée de l'espace d'un point de vue électrostatique. Q1 et Q2 seront les charges réparties sur ces surfaces, donc les armatures. Et en utilisant le théorème des éléments correspondants, eh bien, on a que ces deux charges, Q1 et Q2, sont opposées. Donc tout ça va définir notre condensateur. Alors, pour être capable de calculer les propriétés de ce condensateur, il faut connaître les lignes de champ à l'intérieur du tube de champ. Dans certains cas, les charges réparties à la surface des conducteurs seront connues. Si cette répartition de charges est connue, les symétries par rapport aux charges permettront de déterminer les lignes de champ et éventuellement la dépendance du champ. Mais ce n'est pas nécessaire en fait pour calculer les propriétés du condensateur. Par contre, il faut connaître les lignes de champ. On n'a pas de moyen simple à ce niveau d'étude pour déterminer ces lignes de champ. Donc la plupart du temps, elles vous seront données, ou bien ça correspondra à des lignes de champ plus ou moins connues. Donc nous allons partir du fait que les lignes de champ sont connues. Une fois ces lignes de champ connues, on va pouvoir calculer la circulation du champ électrostatique entre les armatures du condensateur, ce qui permettra de déterminer la tension aux bornes du condensateur, la différence de potentiel U égale à V1 moins V2. Et ensuite, en utilisant le théorème de Coulomb, on va pouvoir déterminer la répartition surfacique de charge sur l'armature 1, qui permettra de calculer la charge totale de cette armature. Et ensuite, on définira la capacité du condensateur à partir de là. La linéarité des équations de Maxwell fait que, si on change
la différence de potentiel U, les lignes de champ resteront les mêmes. C'est-à-dire qu'on a en fait des lignes de champ qui sont figées par la géométrie des conducteurs. Donc, en augmentant la différence de potentiel U, eh bien, on augmentera de la même manière le champ électrostatique. Et on voit, par le théorème de Coulomb, eh bien, qu'on va augmenter de la même manière, en fait, différence de potentiel et charge. Donc, on obtiendra un rapport Q sur U qui sera indépendant de U ou de la charge Q de l'armature 1. On va pouvoir définir à partir de là la capacité du condensateur. Donc elle ne dépendra que de la géométrie des conducteurs 1 et 2 des armatures du condensateur. Donc pour chaque géométrie, on aura une capacité particulière. Cette capacité sera toujours positive si effectivement l'armature 1 a une charge positive, l'armature 2 aura une charge négative, le champ électrostatique va sortir de l'armature 1, il va donc se diriger vers l'armature 2, donc la différence de potentiel V1 moins V2 sera positive. On peut faire le même raisonnement pour Q1 négatif. Donc le phénomène électrostatique capacitif ne permet que de produire des capacités positives qui pourraient être ensuite utilisées en électrocinétique. Alors, l'exemple type, c'est le condensateur plan. On a donc besoin des lignes de champ. Ici, on nous dit que les lignes de champ sont des droites. On peut aussi les obtenir si on connaît a priori la répartition surfacique de charge. On verra que c'est inutile. Des raisonnements sur des condensateurs plans infinis ou des condensateurs plans pour lesquels on néglige les effets de bord permettent de postuler aussi ces lignes de champ qui sont des droites. La chose qu'on doit vérifier, c'est qu'effectivement les lignes de champ données correspondent aux propriétés de l'électrostatique. Là encore, le théorème de Coulomb sera très utile. On doit avoir effectivement le champ électrostatique au niveau des conducteurs à l'équilibre qui doit être normal à ces conducteurs. Si les lignes de champ sont des droites, les équipotentiels seront des plans. Et on va donc pouvoir trouver une surface de Gauss qui utilise des équipotentiels et des tubes de champ élémentaires. Ici, on va construire cette surface de Gauss qui est bien une surface fermée. La surface supérieure, la surface inférieure et la surface latérale. On va donc calculer le flux du champ électrostatique à travers cette surface de Gauss. Sur la surface latérale, le flux sera nul puisque sera tangent à la surface. Sur les surfaces supérieures et inférieures, eh bien, le champ E va être normal à la surface. Et ensuite, en fonction de son orientation, on va obtenir un flux, ici, à travers cette surface de Gauss. Puisque entre les armatures du condensateur, il n'y a pas de charge, donc pas de charge ici dans cet espace-là, le flux sortant de notre surface de Gauss doit être nul, ce qui permettra ici de déterminer, eh bien, puisque cette ligne de champ est définie par une valeur ici de Y et de Z, seul X va varier. On va donc ici avoir le fait que le champ électrostatique sur une ligne de champ ne dépend pas de la position. On aura un champ en fait qui va être uniforme sur une ligne de champ pour l'instant. Une fois l'utilisation du théorème de Gauss entre les armatures, on va utiliser la circulation du champ électrostatique pour obtenir la différence de potentiel, la tension U. Donc, faire attention au sens de circulation. Si on veut obtenir V1 moins V2, il faut faire la circulation de 1 à 2 du champ électrostatique, puisque le champ électrostatique est égal à moins gradient de V. On est ici en électrostatique. E et dl sont collinéaires. Ensuite, sur une ligne de champ, on a vu que ne dépendait pas de x, donc on peut le factoriser de la somme. On obtient ici le champ sur la ligne de champ fois E, l'épaisseur du condensateur plan.
Le champ sur une ligne de champ vaut donc U la différence de potentiel sur E. Cette différence de potentiel est indépendante de Y et de Z, puisque les deux conducteurs étant à l'équilibre, ils ont un même potentiel. On obtient donc le fait que E ne dépend pas finalement ici de Y et de Z. Donc il est indépendant de la position, il est uniforme entre les armatures de notre condensateur plan. C'est la première étape, le calcul de la différence de potentiel reliée au champ électrostatique. Maintenant, on va relier la charge au champ électrostatique. Pour ça, on utilise le théorème de Coulomb sur l'armature 1. C'est l'armature qu'on a pris comme étant armature de référence. E est uniforme dans le volume du condensateur. On va donc la voir aussi au niveau de la surface. On obtient que la densité surfacique de charge sigma 1, c'est finalement epsilon 0 fois U sur E. Donc elle est aussi indépendante de la position. On a une répartition surfacique de charge uniforme sur l'armature 1, ce qui va permettre de calculer la charge totale. Étant donné ici que sigma 1 ne dépend pas de la position, on va pouvoir le mettre en facteur. On le voit ici apparaître avec le epsilon 0 U sur E. On obtient donc la charge Q. On est dans le bon système de convention. Donc, la capacité va bien être définie par Q sur U. Et on obtient une capacité qui vaut epsilon 0 S sur E. Bien penser à vérifier l'homogénéité du résultat. Epsilon 0 est une capacité linéique multipliée par une surface sur une longueur. On obtient bien une capacité linéique fois une longueur, c'est-à-dire une capacité. Au niveau de la pertinence, eh bien cette capacité doit être d'autant plus élevée que la distance entre les armatures est faible. On a ici une capacité qui est inversement proportionnelle à cette distance. Et une capacité qui doit être d'autant plus importante que la surface des armatures est importante. On peut utiliser la mise en parallèle et la mise en série de capacités si jamais effectivement on se retrouve avec une géométrie simple. Ici en particulier la dépendance proportionnalité à la surface nécessite de mettre côte à côte deux condensateurs plans de même épaisseur en parallèle.